Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes nombreux et nombreuses surtout, mais a priori, ça intéresse aussi pas mal d'hommes, ce sujet. On se retrouve avec Isabelle Goyon pour parler imperfection et sérénité. Alors, on est là et on démarre. Je vais proposer à Isabelle de rentrer dans la salle. Et déjà, Isabelle, je te remercie d'être présente avec nous. Et je te propose de te présenter en quelques mots. Merci Isabelle, merci de m'accueillir surtout, je suis ravie d'être là. Moi je suis donc Isabelle Goyon, je suis coach également depuis 14 ans. Je suis formatrice aussi, autrice et j'accompagne beaucoup de femmes, quelques hommes, des cadres dirigeants, des managers, des entrepreneurs, leurs équipes. Je fais du coaching individuel et collectif et je les accompagne dans les transitions professionnelles, beaucoup dans les prises de poste, dans le développement du leadership, avec une petite spécificité sur l'accompagnement des femmes et de l'interculturel, puisque j'accompagne beaucoup d'équipes internationales et interculturelles. J'ai eu une première carrière de 20 ans dans le management, dans le secteur audiovisuel. J'étais productrice télé, donc j'ai fait beaucoup de management. J'ai appris à pratiquer le management. J'ai adoré ça, vraiment. Et puis à 40 ans, en 2009, j'ai entamé une deuxième partie de carrière, une nouvelle carrière. Et en même temps, je suis partie à l'étranger. J'ai travaillé au Gabon, j'ai travaillé aux Pays-Bas. Donc à chaque fois, j'ai recréé mes réseaux, mes partenariats, les rencontres, les interventions aussi pour les adapter au marché local. Toujours en coaching, toujours en formation professionnelle. Et voilà, aujourd'hui, je suis rentrée à Paris juste avant le confinement et la crise du Covid. Et je travaille toujours avec mes clientes, surtout pour qu'elles explorent qui elles sont, ce qu'elles veulent atteindre et qu'elles puissent s'engager avec confiance surtout dans la prochaine étape. Ok, super. Donc, pas mal de clientes, mais aussi des clients. Et je vois aussi qu'on a Parfait, on a Henri, je crois, qui sont présents. Et c'est génial. Alors, c'est vrai qu'on s'est posé la question avec Isabelle. Enfin, j'ai interpellé Isabelle en disant, mais comment on appelle le live, imparfaite et sereine ou imparfait et serein? Et Isabelle m'a dit, écoute, voilà, on ne va pas donner forcément la priorité au masculin. Ça concerne tout le monde, mais on reste au féminin. Mais merci, messieurs, d'être présents parce que je suis intimement persuadée, pour accompagner moi aussi pas mal d'hommes, hein, j'ai 40% de ma clientèle qui est des hommes, qui sont des hommes, que effectivement cette question du perfectionnisme, du toujours plus, de l'épuisement, de la recherche de la sérénité, de l'alignement, ça nous concerne toutes et tous. Donc merci d'être présent. Alors je vais me présenter peut-être en 2 mots après toi, Isabelle. Donc moi aussi je suis Isabelle, je suis aussi coach, c'est notre point commun. Je ne suis pas à Paris, je suis à Lausanne. Donc, j'ai comme toi, comment dire, la question de l'expatriation, c'est un sujet que je traverse également. Et mon cœur de métier, effectivement, en tout cas, ce qui me fait beaucoup plaisir dans la vie et vibrer, c'est de travailler avec des clients qui sont atypiques, singuliers, imparfaits, mais qui voudraient terriblement être parfaits. Et donc, c'est vrai que ce chemin de laisser tomber la perfection pour être qui on est et être dans sa belle puissance, c'est un sujet qui nous relie toutes les deux. Et puis, j'ai envie de dire aussi que j'ai publié un post là-dessus il n'y a pas très longtemps, que j'en avais ras-le-bol de la tyrannie du toujours plus et du toujours mieux. À titre d'exemple, ben voilà, moi j'ai atteint mes objectifs de l'année en 5 mois, j'ai fait plein de choses et en fait, je ne suis pas plus heureuse et je ne suis pas plus riche. Et je me dis, mais encore se refixer des objectifs encore plus haut, encore plus, quel est le sens de tout ça? Donc, stop! Arrêtons cette tyrannie du toujours plus et toujours mieux. Et c'est pour ça qu'on a choisi aussi ce thème avec Isabelle. Alors, Isabelle, on s'était dit que peut-être tu pourrais nous partager des constats. Et donc, je dis bonjour à tous, hein, parce qu'il y a tout le monde qui arrive. Donc, bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore pris en accueillir. Ouais. Mais... Bonjour à tous aussi. Ouais, super. Est-ce que tu voulais nous partager quelques constats, en fait, par rapport à ta pratique qui fait que, du coup, on s'intéresse à ce thème, en fait? Oui, c'est ce qu'on avait partagé d'ailleurs, et c'est ce qui a amené à ce live, hein, ce constat qu'on a fait, que moi je fais depuis quelques mois, depuis peut-être le confinement, mais peut-être un peu avant aussi, qui est la pression, l'épuisement, les burn-out, la démotivation, le désengagement, le quiet quitting, voilà,
tous ces mouvements-là dont on parle qui sont j'en peux plus, j'en ai marre, je vais voir ailleurs, j'arrête dans les grandes entreprises, toutes ces femmes qui arrêtent justement des postes et des carrières qui sont sur le papier très belles pour aller créer des entreprises plus petites, en coopération, etc. Et on voit bien, enfin moi je ressens fortement là cet épuisement, cette pression, ce temps qui s'accélère. Je voyais les taux les enquêtes sur l'engagement dans le monde professionnel. Je crois qu'on est à plus de à peu près 21% dans le monde, 14% en Europe, 6% en France. 6% en France des collaborateurs disent être engagés dans leur job, dans leur entreprise, etc. Donc il y a un vrai problème. Et moi, les gens qui viennent me voir, les femmes ou les hommes d'ailleurs, ou les quelques hommes qui viennent me voir, c'est souvent je trouve plus de sens, je suis épuisée, je suis sous pression, etc. Je viens vous voir pour m'améliorer, pour mieux m'organiser, pour essayer de réussir à faire tout ce que je n'arrive pas à faire. Essayer de combler un peu toutes les cases, toute cette imperfection justement qu'à un moment on ressent dans l'entreprise parce que c'est toujours plus vite, avec moins d'embauches, moins d'équipes, moins de ressources, etc. Donc il faut toujours en rajouter, comme tu le disais. Et donc les personnes viennent me voir pour essayer de se transformer, de s'améliorer, pour répondre au mieux à ce qu'elles imaginent qu'on attendait. Mais ça marche pas, c'est impossible. On ne peut pas répondre à tout quand le temps s'accélère, quand on passe de 15 missions à 120 missions, etc., qu'on fait des quarter reviews toutes les semaines, etc. Du coup, elles s'épuisent, elles voudraient être fortes, parfaites, mais elles perdent confiance. C'est un cercle vicieux un petit peu. Hein. Elles s'épuisent, elles font des bêtises, elles perdent confiance. Donc, pardon, vas-y. Oui, c'est ce constat-là, en fait. Qu'on a fait toutes les deux, je crois que tu as un peu le même. Ouais, j'ai le même type de. Voilà, donc ces personnes qui ont toujours. Alors, c'est amusant parce que tu parles des taux d'engagement qui sont faibles, 6%, et en même temps, moi, je constate aussi, enfin, les gens qui viennent me voir sont des gens très engagés, qui ont envie de faire super bien, tu vois, qui cherchent du sens, qui sont toujours dans une volonté d'améliorer les choses, etc. Donc, il y a une espèce de paradoxe, en fait, de contradiction un peu interne, de tiraillement interne, quoi. Je vois que tu fais comme ça. Oui et non, peut-être que les 6% justement qui sont très engagés sont ceux qui viennent nous voir. Pour les entreprises, c'est aussi un vrai problème parce que 6% de personnes engagées seulement, ces personnes engagées sous pression sont celles qui vont partir. Et ce sont celles qui ont le plus de talent, le plus d'engagement, qui ont envie, la motivation, etc. Donc ceux qui vont rester sont ceux qui sont dans ce quiet quitting, ce désengagement mou là au bureau où on vient, on se fait pas trop, on fait pas bien, etc. Mais on reste. Finalement, les plus engagés sont ceux qui partent. Il faut faire attention à ça. Et c'est juste ce que tu dis parce qu'en fait, hier encore, j'étais avec une cliente qui me disait mais c'est dingue, je suis la seule idiote en fait à me payer un coach personnel pour pas en parler et pour pouvoir avancer alors que en dessous ça fonctionne pas. Mais c'est exactement ce que tu disais. Oui. J'ai oublié de préciser une chose pour le bon fonctionnement puisque je suis dans mon imperfection totale et je l'assume. Donc, si vous avez des questions, des interactions à poser, vous les mettez dans le chat. Et puis, Aurélie, qui est en back-office, ou moi, effectivement, en fonction de nos humeurs à l'une et à l'autre, on fera apparaître les commentaires, les remarques. Et de toute façon, on traitera toutes vos questions. Si elles ne sont pas traitées en cours, on les traite à la fin. Pardon de ce réajustement, mais comme j'aime à dire, un nouveau commencement est toujours possible. Et là, j'en profite pour remettre le cadre. Ok, donc c'est vrai qu'on est effectivement dans ces personnes qui, il y a Sophie qui nous dit c'est bien un problème, qui dit c'est peut-être un problème d'environnement et rien d'autre. Et donc effectivement le poids des systèmes, comme on vient de se le dire. Là je l'affiche, là c'est bien un problème d'environnement et rien d'autre. Le poids des systèmes est fort dans ces problématiques. Et moi ce que j'aime à dire c'est que finalement on a des personnes qui sont engagées, qui sont dans une quête de sens. Et puis, ça devient complètement un non-sens, quoi. Ce toujours plus, toujours mieux, toujours ça devient, voilà. C'est en ça que je dis qu'il y a une espèce de terreau qui provoque un tiraillement interne. Oui. Isabelle, ouais, vas-y. Oui, le système, effectivement, à chaque transition, alors à chaque fois qu'on veut progresser ou changer, etc., qu'on prenne une promotion, qu'on change de service, etc., ou de poste, on a toujours l'impression d'en faire plus vite. On doit connaître, enfin, moi, j'accompagne beaucoup de gens dans les transitions professionnelles,
On prend un poste, on se doit de, en 15 jours, 3 semaines, tout savoir, tout comprendre, maîtriser les dossiers, rencontrer les équipes, etc. C'est énorme. Moi, j'ai quand même aussi une réflexion qui est que plus vous en faites et plus on vous en demande. Le système est comme ça. Le système va se tourner forcément vers les gens qui font le boulot. Et si vous prenez les dossiers supplémentaires le vendredi soir, etc., et ben, on va vous demander systématiquement de le faire. Et il y a Nathalie qui dit stop à l'absorption des dysfonctionnements organisationnels et décisionnels de l'entreprise, hein, mais c'est juste, et ça parle aussi de ce que tu décris, hein, c'est ce dont je discutais avec une cliente juste avant vous, c'est finalement la question aussi de comment je fais pour poser mes limites, hein, et dire stop, quoi, parce que ça c'est un vrai sujet. Si je suis pas en capacité de poser mes limites, ben, effectivement je me fais un peu bouffé par le système, hein. Oui. Alors, Jamila, j'ai vu votre question, mais on va la reprendre après parce qu'en fait, elle va mériter un développement et je pense que la sélectionner pour qu'on l'oublie pas. Donc, est-ce que peut-être, j'avais envie d'interroger la salle, si tu es d'accord, Isabelle, ça te va? Peut-être, est-ce qu'il y en a qui, dans la salle, se retrouvent là-dedans, effectivement, sur cette tyrannie du toujours plus, toujours mieux? Est-ce qu'il y en a qui ont envie de partager où ils en sont par rapport à ce sujet-là? Je me dis que ça peut être intéressant, ça nous permet un peu de prendre la température de la salle et puis peut-être de réorienter aussi ce qu'on s'était dit. Donc, je laisse un peu de temps parce que ça met toujours des décalages. Mais je vois qu'on a un Martinique avec Géraldine, on a quelqu'un de Guadeloupe. Alors, moi, je vais en Martinique la semaine prochaine travailler. Donc, voilà, je suis déjà là. On a Nantes, on a le Morbihan, comme je disais tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui arrivent? Si on n'a pas, voilà, je vais proposer d'avancer, de continuer à avancer. J'avais envie de te poser une autre question, Isabelle. C'était qu'est-ce qui finalement amène cette désillusion qu'on constate en fait entre des gens qui sont engagés mais qui s'épuisent, hein, et qui viennent nous voir voilà, dans un état compliqué, et puis les gens qui effectivement du coup se désengagent et voilà. Comment toi, qu'est-ce que tu te dis qui amène à ces comportements et à cette désillusion? Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme éclairage par rapport à ça? Alors, il y a évidemment de la part des organisations une accélération. Hein. Il y a vraiment toujours beaucoup de réorganisation, des objectifs à très court terme. Voilà, on prend plus le temps de voir comment s'installe une équipe sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, de voir les résultats d'une stratégie, etc. Il faut aller beaucoup plus vite, avoir des retours et des résultats très très rapides. Et puis, imparfaite, alors ça marque particulièrement les femmes, mais pas que. Il y a ce syndrome de la bonne élève. Alors, ça marche aussi au masculin, hein, le bon élève. Mais il y a beaucoup une histoire de croyance. Il y a l'histoire de cette croyance que si on fait un effort, si on est suffisamment organisé, intelligent, si on se développe et on progresse et on se consacre suffisamment à son travail, on va y arriver. Tout va s'arranger. On voit des restructurations avec des managements transverses, avec des réorganisations qui s'enchaînent. Et les gens se disent à un moment donné, je devrais pouvoir trouver la bonne solution, bien communiquer, trouver les bonnes informations, vérifier ces informations, avoir la bonne réponse au bon moment, etc. Donc, trouver la perfection, trouver cette fameuse perfection. Mais c'est le syndrome de la bonne élève. Je vais faire bien mon devoir, je vais avoir une bonne note, le professeur sera content ou la professeure sera contente, j'aurai un signe de reconnaissance avec cette note. Ça marche pas comme ça dans les entreprises. Il y a en plus assez peu de signes de reconnaissance ou pas les bons. On a éventuellement un entretien individuel annuel où on est juste noté sur nos objectifs chiffrés, financiers. Donc, il n'y a plus cette reconnaissance de, voilà, je vois ce que tu as fait bien, je vois ce qui a été difficile, je prends en compte l'environnement, les ressources, etc. Et je vais t'accompagner pour réussir au moins une partie de tes objectifs. Donc, il y a ce syndrome de la bonne élève, il y a le triangle dramatique dans les organisations aussi. Hein. Je suis sauveur, persécuteur, victime, donc j'ose pas toujours dire ce que je ressens, j'ose pas toujours dire que je n'ai pas les moyens de faire ce qu'on m'a demandé. Finalement, le manager qui est persécuteur, lui aussi, il ne fait que rebalancer une consigne qu'il a eue et à laquelle il n'ose pas challenger.
Donc, il y a ce triangle dramatique qui se joue. On n'ose pas dire non, on n'ose pas expliquer, on se plaint, voilà, et on va subir la pression dans son coin en essayant de faire ce qu'on peut. Il y a la peur de rater, il y a la peur d'être pris en défaut. Dans les entreprises, on parle beaucoup de ce droit à l'erreur. On en reparlera peut-être, mais dans la sécurité psychologique, une des notions de cette sécurité psychologique, c'est le droit à l'erreur. Or, on en parle beaucoup du droit à l'erreur dans les organisations, mais quand on fait une erreur, on se fait taper sur les doigts. Donc ça, c'est un peu difficile. Et puis, on a cette illusion qu'on va pouvoir voilà, tout gérer, tout réussir, répondre à tout pour tout le monde. Il y a aussi ce syndrome de l'infirmière, peut-être. Voilà, on vient en aide, en plus de son propre boulot et de sa propre fiche de poste. Donc tout ça, c'est trop lourd, trop important. C'est vraiment une histoire de croyance, je pense. Et puis peut-être aussi, enfin moi ce que j'observe quand même, c'est que souvent, comment je vais dire, mu par cette volonté d'apporter, de changer, de transformer, etc., on tombe vite dans une espèce de syndrome du sauveur, hein, ou alors c'est aussi ce qu'on a décrit dans la littérature autour de l'insecure overachiever. Donc ces personnes, et c'est la question de la sécurité ontologique et psychologique dont tu vas parler tout à l'heure, je pense, mais qui effectivement sont dans une espèce de course après une chimère qu'on va enfin les reconnaître parce qu'ils donnent tout, parce qu'ils sont bons, parce que voilà. Et donc voilà, et j'ai aucun jugement à part ça parce que je l'ai pas dit, mais moi j'étais salariée aussi de grands groupes et voilà, je me suis bien latée sur ces sujets-là. Et donc effectivement, il y a des systèmes comme le conseil, comme la finance, qui ont consciemment ou inconsciemment recrutent beaucoup des gens avec ce profil-là, hein, d'insecure overachiever, et donc de gens qui sont dans l'insécurité permanente et qui cherchent la reconnaissance et qui du coup en fait vont aller bosser, se donner, enfin voilà, tout donner jusqu'à l'épuisement pour se dire mais merde, j'ai tout donné et en fait voilà, je suis pas reconnue, hein, et donc il y a tout un système de dévalorisation et comme tu le dis, le socle, c'est les croyances, c'est la question de l'estime de soi, c'est la question de la valeur qu'on se donne, et puis tous les, j'ai quand même envie de faire un pied de nez à tous les gourous du développement personnel qui nous font croire, qui ont tenté de faire croire que ben, si tu veux, tu peux. Hein, c'est qu'une question de volonté. Ah, tout est de ta responsabilité. Et donc là, voilà. Et ça j'ai pas toujours été d'accord avec Julia Dufunès quand elle a fait la promo de son livre sur le développement impersonnel, hein, parce que les coachs en prenaient plein la gueule et voilà, et il y avait des choses qui étaient justes. Mais ce qui était juste, c'est vraiment ça, c'est de faire croire qu'effectivement, on a la capacité de tout changer et qu'on est dans cette toute-puissance. Et ça nous perd. Et voilà, quoi. J'ai vu quelqu'un, pour pas perdre sa question, c'est Amalia qui disait Isabelle, comment cet engagement est-il défini et mesuré? Tu sais, les 6%, les fameux 6%, c'est des chiffres que Isaac Getz donnait, je sais, à une époque, sur l'entreprise libérée et tout ça. Donc, tout à fait. C'est une étude de novembre de l'année dernière, novembre 2022. Je vous la retrouverai, je vous donnerai le lien. Je vais la chercher là pendant qu'on… Ok, eh ben super. Enfin voilà, ou Aurélie, peut-être si tu peux la chercher, voilà. Il y a Sophie qui nous dit, ben ouais, j'ai fini par faire un burn-out dont je me révèle seulement maintenant. Hein. Et donc c'est une vraie question, c'est quel prix je suis prête à payer pour à tout donner. Et en fait après finalement je suis toute seule à me remonter. Ça c'est un vrai sujet. Donc voilà. Il y a Maya qui dit effectivement la course à la performance sans cesse, sky is the limit. Voilà, c'est exactement ces croyances à la con. Excusez-moi, je suis un peu vulgaire, mais ça me met hors de moi en fait parce que ça nous met dans la culpabilité de ne pas atteindre et donc qui sont effectivement juste irréalistes et épuisants. Oui. Excuse-moi, hein, cette critique ça, des gourous du coaching, etc., c'est effectivement, et une critique de l'organisation, d'ailleurs, de l'entreprise aussi, qui dit, en fait, en accompagnement avec du coaching individuel, nos collaborateurs, tout devrait s'arranger. Or, non, il y a toute une partie systémique, il y a toute une partie de l'organisation, il y a une partie collective, et le coaching individuel, ça va vous permettre de vous développer, de choisir vos priorités, vos valeurs, d'être aligné sur vos convictions, d'agir en alignement avec vos convictions, mais ça ne va pas régler les problèmes. Ça ne va pas régler la totalité des problèmes conflictuels avec les managers toxiques, ceux qui sont épuisés, les problèmes d'organisation transverse, etc., qui changent tout le temps et qui ne sont pas révisés suffisamment. Quand on a préparé l'émission, enfin le live, tu disais, tu parlais du 1% de responsabilité. Oui. Tu peux nous en dire plus? Ouais.
Oui, bah c'est toujours, c'est intéressant de se dire, alors je suis pas responsable de tout, je suis pas responsable de ce qui arrive à moi, je suis pas responsable de ce que font les autres, d'accord? Mais je suis responsable de la façon dont je le perçois, je le prends, je l'accepte, j'y réponds, de la façon dont j'agis en Ouais. réaction à ce contexte. Donc, c'est intéressant de réfléchir à ce 1% de responsabilité. Quand je suis dans l'organisation, j'ai 1% de responsabilité. C'est ce que je peux faire, moi. Avec mes limites, justement, avec mon imperfection, avec ma connaissance, avec mon expérience, avec mon envie, avec ma motivation, avec le temps que j'ai, avec l'énergie que j'ai. Si on imagine, voilà, pensez à vos 1% de responsabilité. Si j'ai 1% de responsabilité dans cette situation, elle se situe où cette responsabilité? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire de cohérent, de juste pour moi, de juste pour les autres, sans essayer de prendre toute la place, de prendre toute la responsabilité. On n'est pas tout puissant non plus. Donc à un moment donné, il faut faire des choix, choisir ses combats, se dire voilà, ça m'intéresse, ça je suis douée pour ça a du sens pour moi. Le reste, j'en sais rien, le reste, j'y peux rien, le reste, c'est pas de ma responsabilité. Donc ce 1% de responsabilité. C'est ça. Ah, moi, j'aime bien dire à mes clients, prendre sa part et rien que sa part. Hein, Oui, parce c'est que ça. voilà, hein, ça nous sort de l'impuissance, je peux rien faire. Et puis, mais en même temps, ça nous sort de ce leurre de la toute-puissance, hein, la toute-puissance de l'enfant. On est toutes les deux, Isabelle et moi, formées à l'analyse transactionnelle et c'est des thématiques qui émergent de là. Mais voilà, on est dans sa belle puissance. Hein, et donc, je peux, voilà, je ne sais plus quel auteur qui disait, voilà, j'accepte de ne pouvoir changer que ce que je peux changer. Le reste, ça ne m'appartient pas et donc je vais pas m'y atteler. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit aussi, quand la compétition deviendra-t-elle de la vraie intelligence collective, celle du cœur? C'est effectivement remettre du cœur dans l'organisation, c'est ça? Ça dit quelque chose, ça, Isabelle? Bien sûr, être en coopération, c'est-à-dire qu'on n'est pas à la compétition, c'est vraiment, on est tous les uns contre les autres et il y a un gagnant. C'est vraiment gagnant-perdant. Hein. La compétition, c'est il y a un gâteau, c'est l'histoire du gâteau. Hein. Voilà, on travaille les uns contre les autres. La collaboration, c'est on travaille ensemble avec des règles bien définies, mais en fait un peu chacun pour soi. Donc on fait tous partie de la même entreprise, mais éventuellement on va un peu se tirer la bourre, excusez-moi du terme, pour ramener la couverture à soi, pour gagner tel client, éventuellement le piquer au voisin, etc. La coopération, c'est vraiment on travaille ensemble pour grandir ensemble, pour faire grandir nos connaissances, notre marché, pour faire grandir nos clients, pour faire grandir nos ressources. Donc vraiment dans la compétition, coopération, collaboration, la vraie intelligence collective, elle est du point de vue de la coopération. Ça me fait penser à c'est le MIT qui avait fait un test pour mesurer le QI d'un groupe. Hein, si le QI d'un groupe était la somme des QI individuels, c'est la mesure de l'intelligence collective finalement. Ils se sont rendus compte que c'était pas lié. Donc ils ont donné à des groupes des exercices à résoudre, comme dans les QI individuels. Et du coup, ils se sont rendus compte que c'était pas lié ni au QI individuel, que c'était plutôt lié à la présence, à la pourcentage de femmes dans les réunions, et que surtout c'était lié à la capacité d'écoute, de débattre, de trouver une solution ensemble, à la capacité de faire preuve d'empathie, d'avoir une vraie discussion. Ils se sont rendus compte que quand il n'y avait que des hommes autour de la table, c'était plutôt un échange de convictions, d'avis. Voilà mon avis, voilà ce que je pense, voilà, etc. Mais pas une vraie discussion. Donc, en fait, l'intelligence collective, elle est vraiment dans le partage. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je pense? Comment j'appréhende cette situation-là? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que tu en penses? Et d'aller au bout du geste aussi pour essayer de régler les choses ensemble. Ça, c'est très, très rare, la coopération et l'intelligence collective. Et ça se travaille. Ça se travaille. Ah, c'est vraiment cette notion de pouvoir avec et pas pouvoir sur l'autre. Ah, donc on est ensemble. Ouais. Alors, je vois le temps qui passe. Je me dis, Isabelle, si tu devais nous donner des pistes en fait pour justement cultiver nos imperfections et en même temps la sérénité au travail, par quel bout on prend ce truc-là? Parce que c'est voilà, pour ne pas être aussi dans une autre injonction dans laquelle on n'a pas envie d'aller. Je dirais, si je devais mettre un chapeau, une ombrelle sur tout ça, ce serait déjà d'accepter, l'acceptation. Mais je crois que ça part d'abord de bien se connaître. Bien se connaître, partir de soi, pas de ce qu'on imagine qu'on devrait être.
ou pas de ce qu'on imagine que les gens attendent de nous. Quand on prend un poste, par exemple, les femmes que j'accompagne, un poste de dirigeant, un poste de cadre, se disent toujours, bon, le poste attend ça. Pour prendre ce poste, je dois être comme ça. Mais c'est pas le poste qui fait le cadre, c'est la personne qui fait le cadre. Et si vous mettez 5 personnes différentes au même poste, ils vont l'aborder différemment. Il y en a qui sont beaucoup sur l'organisation, d'autres sur le relationnel, certains empathiques, d'autres très rigides, d'autres très analytiques, d'autres très créatifs. Et c'est OK comme ça. On a besoin de toutes ces personnes-là. Donc, la première chose, c'est de bien se connaître. Connaître ses talents, ses compétences, connaître son expertise, connaître ses motivations, ses valeurs, etc. Et connaître aussi ses limites. Qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on ne fait pas bien, ses imperfections, pourquoi on n'est pas doué. C'est intéressant aussi de savoir pourquoi on n'est pas doué. Et donc, s'intéresser à ce qui n'est pas notre terrain de jeu, ce qui n'a pas de sens pour nous, qui ne nous motive pas ou qu'on ne fait pas bien. Et ça, on va essayer de le déléguer, de s'en débarrasser. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas faire autrement. On va se faire aider. En tout cas, on va minimiser cette partie-là. Et puis, prendre conscience vraiment de là où on est bon, là où on est fort. Ces sentiments d'efficacité personnelle qui est en fonction de certains contextes. Il y a des choses qu'on aime faire, qu'on fait facilement, sont nos talents. Donc, il faut déjà accepter ses forces et ses limites et de ne pas être partout, de ne pas pouvoir réussir tout. Peut-être qu'on ne sera pas bon en violon, on ne sera pas un grand violoniste international et c'est pas très grave. Peut-être qu'on n'est pas sportif, peut-être qu'on n'est pas doué avec les chiffres, peut-être qu'on n'est pas à l'aise dans les conflits, etc. Et il faut bien l'identifier et faire la paix avec ça. Donc, on se disait, c'est bien se connaître, bien connaître ses différences, sa singularité. Toi, tu parles beaucoup de singularité. C'est vraiment d'identifier ça. Et puis après, il faut faire la paix. Alors, si tu permets, oui, je voudrais revenir sur cette notion de singularité parce qu'il y a quelque chose qu'on a abordé la dernière fois avec Saverio Tomasella. C'est une phrase que j'ai tirée de l'entretien. Virginie, j'ai vu votre message, on va le traiter après parce qu'il va demander un petit développement. Donc, on ne vous oublie pas, Virginie veut parler de la culpabilité, on vous reprend après. C'était la question de la singularité, c'était d'avoir conscience aussi que je suis avec mes forces et mes limites. Ça peut apparaître pour les autres comme des aspérités, comme des choses qui coincent. Et souvent dans l'organisation, ce que j'observe, c'est qu'on a tendance à vouloir aussi rentrer. Je vais écrire un post là-dessus, on rentre parce qu'on s'est différencié, parce qu'on nous dit, voilà, mets en valeur tout ce qui fait ta différence. Voilà. Donc, le recrutement, c'est ça. Donc, nos aspérités, on doit les mettre en valeur quelque part. Et quand on rentre dans l'entreprise, ce qu'on nous donne souvent, c'est des codes, c'est des façons de fonctionner, des choses très homogènes, en fait. Ouais. Et donc, c'est aussi ça, en fait, d'être au clair avec est-ce que moi, je vais être capable d'accepter ces codes. Voilà, alors il y a du dress code, il y a des façons de relationner qui sont dans le système, il y a des façons de manager qui sont dans le système, etc. Et comment je vais faire avec ça, en fait? Est-ce que je vais devoir me suradapter? Est-ce que je suis en capacité de m'adapter, de prendre un peu ou pas du tout? Et c'est vraiment d'avoir cette conscience-là de ce que tu dis en parlant de la limite. C'est OK pour moi ou ça ne l'est pas, quoi. Et c'est OK que ça ne le soit pas, en fait. Oui. À vouloir rentrer dans des... Il y a une phrase qui dit à rentrer, vouloir rentrer dans des moules. Dans le moule, on vient pas. Ouais, c'est ça. Mais voilà, et moi, je me souviens d'une expérience personnelle, professionnelle, où j'ai été recrutée par une DRH par rapport à mon côté décalé, tout ce que je pouvais apporter en com, et j'ai été virée pour les mêmes raisons, OK ? Ouais. Et donc ça, c'est d'avoir conscience que les systèmes, je vois tous les mouvements sur l'entreprise libérée, on avait des systèmes qui voulaient mettre à plat le management, il y avait des intentions qui étaient réelles, et la réalité fait que, en fait, ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionne pas si bien que ça. Oui. Et donc, voilà, on est dans des... Alors ça, c'est un bon indice, je trouve, s'adapter. Oui, s'adapter pour justement être en collectif. Voilà. Pas la jouer perso, solo, rebelle, etc. Pouvoir naviguer dans cet environnement collectif. Se suradapter, c'est-à-dire être totalement en désaccord, aussi désaligné, utiliser beaucoup d'énergie pour se suradapter à un environnement qui ne nous correspond pas. Non, ça c'est un signe qu'il ne faut pas y aller, ou il faut arrêter. Et on voit ça avec les expatriés aussi. Les expatriés, on les envoie, les organisations internationales, les envoie à l'étranger pour développer des compétences d'autonomie, de responsabilité, de réseau à l'international, etc. Et quand ils reviennent au siège, quand ils reviennent dans leur pays d'origine,
on ne s'intéresse pas du tout à toutes ces compétences qu'ils ont développées à l'étranger. Ouais. C'est quand même dingue. dingue. Ouais. Alors, on va passer à la deuxième piste que tu nous proposes pour pouvoir avoir du temps avec l'audience et les questions. Qu'est-ce que tu proposes après, en fait, finalement, cette question de connaître sa singularité, ses forces, ses limites? Qu'est-ce que toi, tu proposes? Eh ben moi, je propose de se débarrasser. Faire la paix avec ses limites, c'est aussi du coup se débarrasser de cette culpabilité. Alors je voyais ce petit mot culpabilité, ou cette envie de. Voilà, j'ai un client qui est venu cette semaine en me disant, je voudrais clarifier mes points forts et mes points faibles et travailler sur mes points faibles. Donc non, on va pas faire ça. C'est plutôt de se débarrasser justement, d'abandonner, d'enlever tout ce que je fais pas bien. Voilà, apprendre à faire moins, mieux, se concentrer sur ce qu'on fait bien, ce qu'on aime bien, ce qui a du sens, et accepter surtout de dire non. Tu en parlais tout à l'heure. Accepter de réduire, accepter d'abandonner, accepter de dire à ses équipes aussi, ça, moi je sais pas. Accepter de dire à son manager, je suis pas doué pour ça, non, je vais pas aller dans cette direction-là. De pouvoir accepter soi-même. De ne pas être partout, de pouvoir le dire, c'est l'affirmation de soi, hein. Il y a l'acceptation de soi, la confiance en soi, l'amour de soi. L'affirmation de soi, ça va avec, l'affirmation de soi, c'est vraiment le dernier levier. Mais de se dire, voilà, je fais du mieux que je peux, c'est le 4e accord Toltec, hein, faire du mieux, toujours de son mieux. Je fais du mieux que je peux. Je vais plutôt m'orienter sur ce qui a du sens pour moi, ce que je fais bien, ce que j'aime faire, là où j'ai de la valeur dans l'entreprise. Là où j'ai de la valeur pour mon équipe. Et le reste, je laisse tomber. Je ne suis pas partout. Je ne prends pas tout. Voilà. Donc, c'est un peu, quand je travaille avec mes clients, moi, je dis c'est un peu la Marie Kondo de la transition professionnelle. On sort tout du placard. On met tout sur le lit ou au milieu du tapis du salon. Et là, ça fait une énorme masse. Donc, on sort toutes les expériences professionnelles, toutes les formations que vous avez faites, tout ce que vous avez appris, tous les secteurs, tous les clients, tous les postes, tous les réseaux, etc. Et puis, au lieu de se dire, tout ça peut me servir à un moment donné, on se dit, OK, qu'est-ce que j'aime vraiment dans tout ça? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Qu'est-ce que je pourrais faire pendant les 30 ans qui viennent? Voilà. Et on ne garde que ça. Et le reste, on s'en débarrasse. On le rend, on le donne, on le jette. Voilà. Donc, vraiment, il faut se concentrer sur ce qui nous apporte le plus d'énergie, de satisfaction, de plaisir, et accepter de laisser le reste. Moi, j'ai souvent dans les accompagnements des gens qui me disent « ça y est, je vais faire ça en plus » ou « j'ai trouvé pour rééquilibrer, je vais faire telle activité » ou « je vais m'engager dans tel projet pour être plus visible, etc. » Et je leur dis « ok, donc qu'est-ce que vous abandonnez à côté ?» Ouais. Parce que sinon, c'est toujours en faire plus et hop, ça déborde. Et on s'épuise en se développant. Toujours cette illusion qu'on va mieux s'organiser. Ouais. On peut mieux s'organiser, mais l'objectif de mieux s'organiser, c'est de passer à la semaine de 4 jours, ou voilà, de travailler 4 heures par semaine. Moi, j'y crois pas trop, mais la semaine de 4 jours déjà, ce serait un premier pas. Ok, donc, voilà. Ce côté, effectivement, je priorise, je lâche. Il y a des choses auxquelles c'est faire des deuils aussi, voilà, sur son impuissance, sur les choses sur lesquelles je serai jamais bon ou bonne. Et faire la paix avec ça, accepter de lâcher. Ouais, accepter de lâcher. Oui, vraiment. Ouais. Et j'aime bien quand tu dis ça parce que je trouve que j'ai lu un papier là-dessus, je ne sais plus où c'était. La question de finalement, c'était une soft skill qui allait émerger bientôt dans les recruteurs. C'est la conscience de soi, en fait. Donc, plus je me connais, plus aussi je renonce à des choses où je serai jamais. Plus, en fait, je développe cette conscience de qui je suis, de mes limites, de ce que je sais faire, de ce que je ne sais pas faire, de ce qui me fait vibrer, de ce qui me donne de l'énergie ou au contraire de ce qui m'en pompe. Eh bien, effectivement, ça va devenir une vraie compétence dans les organisations de demain. Alors, peut-être pas aujourd'hui, et c'est en train d'émerger, ça. Et enfin, ça a l'air dubitatif, Isabelle, non? Non, vraiment, c'est accepter, j'étais en train de me dire, c'est conscience de soi, bien connaître, bien savoir qui je suis et bien savoir qui je ne suis pas et être à l'aise avec ça. Non, il y a plein de choses que je ne suis pas, il y a plein de gens que je ne suis pas, il y a plein de qualités que je ne suis pas. Moi, je ne suis pas
je suis pas jeune, blonde et mince, par exemple, et ben c'est comme ça. Voilà. Et j'en fais pas un complexe ou je suis plutôt à l'aise avec moi. Je me connais bien, je connais bien mes défauts et je suis plutôt à l'aise avec mes défauts. Faut savoir aussi qu'on est quand même les personnes avec qui on vit toute notre vie. Enfin, moi, je vis avec moi et je vais vivre avec moi jusqu'à la fin de mes jours. Donc, je suis la personne la plus proche de moi-même. C'est un peu schizophrénique à dire comme ça, mais c'est important de faire la paix avec ça. Faire la paix, faire le deuil de la perfection aussi. Non, on ne sera pas parfait. Non, on ne connaîtra pas tout. C'est ce qui marche bien aussi dans les groupes, justement, collectifs. Je ne sais pas si tu vois ça toi aussi. Souvent, les participantes me disent, mais oh, c'est génial de voir que cette personne que j'admire, cette manager, cette cadre que je trouve formidable, etc., elle a les mêmes doutes que moi, elle a les mêmes hésitations, elle a les mêmes... Voilà. On n'est pas parfait, mais les autres ne le sont pas non plus. Donc, il ne faut pas idéaliser non plus voilà, ce que sont les autres et ce que nous, on pourrait être. Et puis, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs aussi, parce que je parlais de la sécurité psychologique tout à l'heure, hein, la confiance en soi, enfin, ce sentiment d'être en confiance dans un environnement. La sécurité psychologique, c'est la coopération, le cadre collectif. On se met des règles ensemble, des objectifs communs, on communique correctement. Et puis, on a le droit à l'erreur. Ce droit à l'erreur dans les entreprises, il est essentiel aussi. Ah, voilà, c'est vraiment la question de... Ça m'interpelle parce que ce matin, j'écrivais un post sur réhabiliter le doute, hein, parce qu'on est dans une société où en fait, on veut plus que de la certitude. Voilà, et en fait, on récupère des gens qui sont dans le doute parce qu'ils réfléchissent un peu plus, parce que parfois, ils ont un peu plus de lucidité sur ce qui est en train de se jouer. Et ils se disent, oh mon Dieu, ôtez-moi ces doutes, je suis anormal. Non, pas du tout. Hein. Et c'est Dabrowski qui a écrit toute une théorie qui s'appelle la désintégration positive, et qui dit que c'est un bon indicateur de santé mentale que de douter. Hein, bien sûr. Alors qu'on est dans un monde où, effectivement, on nous pousse à une espèce de certitude. Isabelle, je vois le temps qui passe. Et voilà. Est-ce que tu peux encore nous faire part de pistes que tu avais envie de partager, justement, pour cultiver son imperfection et sa sérénité ? Je rebondis juste sur le doute rapidement. C'est pour ça que le syndrome de l'imposteur, les femmes qui doutent, par exemple, on en a fait un syndrome de l'imposteur, mais douter de soi, douter de ses décisions, etc., c'est très, très sain, au contraire. Et souvent, je vois des gens qui se disent, on m'a embauché, je suis censée être très expérimentée, donc je dois avoir les bonnes réponses. Non, à un moment donné, ce qu'on attend de vous surtout, et ce qui va apporter le plus de valeur, c'est de pouvoir poser les bonnes questions. C'est pas d'avoir les bonnes réponses, vous ne pouvez pas avoir réponse à tout. Donc, c'est vraiment de poser les bonnes questions. Les conseils, c'est de poser un cadre, de savoir dire non, de se respecter quand on se connaît bien aussi. Hein. On peut se dire, voilà, moi, ça, je le fais bien, ça, je le fais pas bien, ça m'épuise, ça, je vais pas avoir un vrai résultat, donc je dis non. Et quand on dit non à quelque chose, on peut dire un vrai oui consistant à autre chose. Et puis, je pense qu'il faut accepter du coup cette imperfection, ces aspérités dont tu parlais. Le fait de ne pas être tout puissant, le fait de ne pas pouvoir être partout et pouvoir répondre à tout. Ça, il faut, et c'est un bon exemple à donner. Je pense aux personnes autour de nous aussi, c'est de pouvoir dire à son équipe, à son manager, etc. Non, moi je ne sais pas tout, je ne suis pas tout puissant, je ne peux pas tout faire, donc je vais me concentrer là-dessus. Et donc c'est oser poser ça. Ça anticipe un peu sur la quatrième piste que tu nous donnes autour de la vulnérabilité, mais c'est ça, voilà, je sais pas et c'est ok avec ça, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas bon pour vous embarquer, pour vous amener vers ce cap. Hein. J'ai le droit d'avoir des doutes, ok, je questionne, mais c'est pas pour autant que j'ai pas cette capacité embarquée. Hein. Je lâche pas tout en fait. Hein. C'est aussi ça. Hein. C'est sortir de cette vision du tout ou rien, hein, aussi que j'observe souvent, comme si effectivement oser afficher son doute, c'était tout lâcher et se montrer incompétent partout. Non, ça n'a rien à voir. Hein. Oui, c'est ça. Donc là, en fait, il y a plusieurs étapes. Bien se connaître, faire la paix, accepter ses imperfections, ses limites, etc. Lâcher cette espèce d'impression de toute puissance, de sentiment de toute puissance, et qu'on va pouvoir faire quelque chose et y arriver et s'améliorer, etc. Et puis, communiquer là-dessus, cadrer, savoir dire non, oser le manifester à l'extérieur aussi. Et c'est vrai que la question du cadre, j'en parlais encore ce matin avec une cliente, la question du cadre, c'est super important. C'est-à-dire qu'on ne s'autorise pas forcément toujours, enfin, vous autorisez pas toujours à le poser, à dire, voilà,
mon cadre, c'est celui-là, mon cadre relationnel, c'est celui-là, pour bien travailler, j'ai besoin de ça, etc. Pourtant, c'est ce qui va vous protéger et qui va aussi protéger vos collaborateurs ou vos N+1 ou que sais-je. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel moi, j'œuvre beaucoup en entreprise. C'est cette question de savoir poser le cadre et du coup, l'envisager non pas comme quelque chose d'enfermant, mais comme quelque chose de protecteur pour vous et vos équipes, quoi. Ça, c'est important. Oui, d'autant qu'on peut OK. le remettre en question, le cadre, on peut le réajuster, on Il peut évolue. Voilà. bien sûr, bien sûr. Voilà, tout à fait. On le voit bien en coaching. On le pose au début de façon un peu, voilà, peut-être plus. Et puis petit à petit, moi j'ai l'habitude de dire que c'est comme un élastique, que les vieux élastiques marrons qu'on tire dans un sens, qui deviennent Ouais. ronds, carrés, rectangulaires. Mais voilà, Il ils est lui-même évoluent. toujours imparfait. Ce cadre est lui-même Voilà. toujours imparfait. Alors il y a Maya qui dit le souci est, alors Maya, voilà, qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas trop exprimer ouvertement son cadre. C'est une croyance peut-être à vérifier. Je sais pas. J'irai, en tout cas, si on travaille ensemble, j'irai la questionner, Maya. Oui. Voilà, parce que je me méfie toujours des généralités. Pensez à ce 1%. Voilà. Hein, merci Isabelle de rappeler ça. Et donc, ta quatrième piste, en fait, avant d'accueillir les questions des uns et des autres, ça serait quoi, effectivement, après ce deuil de la sécurité, après la connaissance de soi, la connaissance de ses limites? Qu'est-ce que tu nous proposes comme quatrième piste à explorer? Ben, c'était ça, j'ai un peu anticipé là-dessus, c'était d'accepter. Accepter sa vulnérabilité, accepter son imperfection, accepter ses aspérités dont tu parlais tout à l'heure, accepter vraiment qu'on ne sera pas parfait. Et ça a fait l'objet d'un papier que j'avais écrit. On a une confusion là qui vient souvent entre vulnérabilité et faiblesse, en fait. Si j'ose dire ma vulnérabilité, je vais être perçue comme faible. Et vraiment, moi, j'ai tendance à dire que ouvrir sa part de vulnérabilité en tant que leader, en tant que manager, c'est vraiment aussi ouvrir sa part d'humanité, en fait. Ah oui. Et je trouve que, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a quand même une tendance sur le leadership d'aujourd'hui, en fait, à faire que, effectivement, les leaders les plus charismatiques sont aussi et les plus appréciés, sont ceux qui acceptent de dire, écoutez, là, je me sens, ouais, là, je sais pas, là, je doute, là, je ressens telle chose, là, émotionnellement, je suis traversée par tel truc. Ça veut pas dire qu'on s'arrête sur ça. Ça veut juste dire qu'on le partage et on ouvre ça et ça permet aussi au groupe de respirer ça et autoriser ça. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Isabelle. Ah oui, si on est tous dans ce modèle de on est fort, on sait tout, on prend toujours la bonne décision, on n'accepte jamais, on n'avoue jamais ses erreurs, ses défauts, ses limites, etc. C'est une catastrophe pour l'ensemble de l'organisation. C'est comme ça qu'il y a des grosses crises, c'est comme ça qu'il y a des choses qu'on met sous le tapis, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui font des burn-out, etc. J'ai juste une petite limite justement avec ce terme de charismatique et il faut développer son charisme, parce que moi j'ai vu beaucoup de femmes qui prenaient des postes de leadership, on disait elles manquent de charisme. Bah oui, des fois ça peut aussi être une limite. On peut être un très bon leader, pas du tout charismatique, voilà, qui n'est pas fluide comme ça, qui n'impressionne pas, qui prend pas tout l'espace, etc. Ça se travaille, ça s'améliore, mais il faut accepter aussi que certains ne sont pas charismatiques et sont très bons leaders quand même. Ouais, et donc merci de cette précision, donc cette capacité à communiquer et voilà. Ouais, c'est juste. Ouais. Alors, vas-y Isabelle, j'allais prendre en des termes questions. d'exemplarité, c'est vrai que plus on peut être aligné, soit authentique, plus on peut se montrer, ça a ses limites, hein, on n'est jamais totalement authentique, mais plus on peut essayer d'être aligné sur qui on est vraiment et de montrer et d'être assertif et de poser ses limites, plus c'est salvateur aussi pour les autres. Pardon, je vais interagir. Il y a quelqu'un qui dit bonjour à vous deux. Absolument, et c'est très difficile de distinguer vulnérabilité et faiblesse pour soi. Et le charisme peut être aussi un handicap. Donc, on ne voit pas votre prénom apparaître bizarrement, Céline qui dit ça, mais c'est juste, effectivement, on se rejoint sur ça. Et effectivement, le mot charisme peut être une nouvelle injonction, en fait. Oui. Il y a Céline qui nous dit aussi, je crois que tout peut se dire, hein, puisqu'on parlait effectivement d'oser partager vulnérabilité, doute, etc. La question étant peut-être de quelle manière. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça, Isabelle?
Non, de faire de la communication non violente, de prendre en compte la personne en face, de rester évidemment dans la bienveillance, dans le respect, etc. Mais on peut être confrontant, on peut dire les choses, etc. Il y a un autre accord Toltec qui dit ne pas être dans le jugement. Hein. Ce qui est important, c'est on peut tout dire, oui, mais si c'est pour critiquer, c'est pour être dans le jugement de l'autre, ça ne sert pas à grand-chose. Donc voilà, je pense qu'on peut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de manière voilà, calme, respectueuse, bienveillante. Mais quand on parle de soi, quand on parle de ses besoins, quand on parle de voilà, ses convictions, de là où on part, quand on parle de soi, c'est plus facile et ça peut être entendu. Okay. Ah, et puis ne jamais oublier le poids des feedbacks et de se dire, bah, tiens, est-ce que ce que j'ai voulu émettre a été entendu avec la même intention que celle que j'avais, hein? Ok, ben Caroline, je ne sais pas ce qui se passe, mais à chaque fois qu'on fait un live ensemble, eh bien, c'est jamais votre nom qui apparaît. Mais bonjour Caroline. Je vois Nathalie, puis après on va partir sur la conclusion. Je vois Nathalie qui dit j'entends dans votre discours qu'il faut trouver l'équilibre entre poser les limites, lâcher, s'autoriser à dire non et je ne sais pas, et rassurer son manager entreprise en montrant ce que l'on sait et veut bien faire. Alors, je ne sais pas ce que veulent dire les points d'exclamation et les points d'interrogation. Nathalie, si vous pouvez nous les décoder pour qu'on ne fasse pas des interprétations. C'est tout à fait ça. Il faut trouver le bon équilibre. Et effectivement, si vous passez votre temps à dire non à votre manager, etc., et à dire je ne veux pas, je ne sais pas, etc., ça va donner une image de vous. C'est pour ça que ce qui est important, c'est d'abord s'autoriser soi. Bien avoir conscience de soi et s'autoriser soi. Si vous avez 150 projets, vous imaginez bien que si vous parlez sans arrêt 150 projets dans l'année, c'est peut-être pas gérable. Si vous parlez sans arrêt des 120 projets que vous n'arrivez pas à gérer, des réponses que vous n'avez pas, etc., ça va quand même poser des questions sur votre compétence. Si vous parlez vraiment des 30 projets qui avancent, sur lesquels vous avez des réussites, etc., c'est ce qu'on va voir de vous. Donc, c'est important dans la communication aussi pour rassurer, de montrer ce qui marche, mais de montrer que vous n'êtes pas sur tous les fronts et que tout marche, parce que ça, c'est faux. Ne montrez pas qu'il y a plein de choses qui ne marchent pas, vous montrez d'abord ce qui marche, d'abord ce qui fonctionne, ce que vous faites bien, ce que vous réussissez, là où vous avancez. Et ensuite, vous pouvez demander de l'aide ou à vous débarrasser de certains dossiers qui n'avancent pas, ou sinon, vous attendez, vous n'en parlez pas systématiquement, vous parlez plutôt de ce qui marche, c'est ça qui est rassurant. Les managers n'ont pas le temps, de toute façon, d'aller analyser ce que vous faites, comment vous le faites, etc. Donc, ils ont besoin de ce retour de votre part. Il y a Nathalie qui nous dit que ces points d'exclamation et interrogation, c'était juste pour avoir confirmation qu'on était bien en face. Merci, parce que on peut interpréter. Voilà, je me disais, est-ce qu'il y a une interprétation à avoir derrière? Donc, merci. Vous voyez, c'est intéressant d'aller s'autoriser à dire, tiens, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ok, Isabelle, comment tu communiquer? Ouais, voilà, d'où l'importance de la com. Ouais. Donc, Isabelle, on arrive au terme de la discussion, puis on va reprendre des questions. J'ai 2-3 questions qui sont restées dans la salle et je me dis qu'on va les traiter. Finalement, si on devait conclure, comment tu conclurais ça? Je réfléchissais à cette conclusion tout à l'heure et je me disais, il y a un exercice qu'on travaille en coaching, c'est la courbe du deuil. La courbe du changement, la courbe du deuil qui est alignée sur la courbe du changement sur la courbe du deuil d'Elisabeth Kubler-Ross. Et mes clients, les gens en général comprennent assez bien ces étapes du deuil, le déni, la colère, la peur, le marchandage, la tristesse, l'acceptation. Puis après, on remonte. Donc, on connaît bien la courbe descendante. Et puis après, on remonte. Mais c'est pas tout à fait après, on remonte. Dans la courbe du deuil, il y a cette étape d'acceptation qui est tout en bas, et de se dire, OK, bon, la situation ne sera plus jamais comme avant et il faut aller de l'avant, justement. Et tout de suite après, il y a une étape qui s'appelle l'étape du pardon. Et quand je travaille avec mes clients sur cette étape-là, c'est souvent à qui je dois pardonner, qui n'a pas été gentil avec moi, qui a mal fait, qui n'a pas compris, qui ne m'a pas aidé, qui m'a persécuté. On pardonne très facilement aux autres. Et finalement, on se dit, ça y est, j'ai pardonné aux autres, donc je devrais avancer. Mais en fait, il y a cette dimension du pardon à soi. Se dire, ouais, j'ai été nulle, j'ai pas été assez bonne, j'ai pas assez travaillé, j'ai pas fait ce que je voulais, j'ai pas osé dire non, Se pardonner à soi, je pense que c'est déjà une bonne étape pour avancer. Donc, je dirais, ne pas culpabiliser, justement, arrêter de culpabiliser, bien se connaître et se pardonner de ne pas être parfait. Ok, moi j'aime bien cette question du pardon parce qu'il y a aussi je redonne en fait. Je prends pas en fait, je redonne. Donc je trouve que
C'est chouette. Merci beaucoup, Isabelle. Alors, peut-être qu'il y en a qui nous quittent D'accord. déjà. Donc, peut-être qu'il y en a qui nous quittent déjà. Donc, merci de nous dire avec quoi vous repartez, parce que nous, ça nous permet effectivement soit de nous améliorer, soit de savoir s'il y a d'autres termes qui agissent, puis surtout ce que vous avez pris comme enseignement durant ce temps. Et puis, je vais aller voir ce que dans la. Donc, pensez maintenant à poser des questions qu'on n'a pas traitées. Vraiment, je vous y invite. Et je voulais partager, alors on ne voit pas le nom apparaître, mais je retiens travailler son estime de soi, son assertivité, poser ses limites, respect de soi, comme tu disais, porter uniquement ses paquets qui donnent du sens à notre vie. Hein, je trouve que c'est une belle conclusion, c'est chouette. Alors, voilà. Donc, Marie, oui, il y a un replay qui vous sera envoyé. Si vous êtes inscrite, il y aura un replay qui vous sera envoyé. Sinon, vous le verrez de LinkedIn. Sémir, alors Sémir qui nous dit c'est un mélange de CNV et de leadership. Après, c'est triste de devoir expliquer et réexpliquer des avancées de sujets en réunion qui ont déjà été présentés 1000 fois en email aux mêmes personnes. Tu aurais envie de dire quoi, Isabelle, par rapport à ça? Ah ben là, on peut discuter de la bonne communication en équipe. Là, ça rentre dans des choses très techniques. Ouais. Comment bien communiquer en équipe, utiliser les bons outils, réexpliquer en réunion, effectivement. Oui. Ça, c'est peut-être une question d'engagement. Ouais. Voilà. Et puis, ça se rejoue sur la question de qu'est-ce que ça me dit du système et de sa façon de fonctionner dans le système. Donc, voilà, ça, c'est intéressant de se dire j'ai ma part, mais j'ai pas toute la part. Et ça appartient au système. Et qu'est-ce que ça me donne comme info sur le système? Oui, et à mon petit niveau, on peut utiliser les rôles délégués en réunion, par exemple. Vous pouvez tester les rôles délégués en réunion, ça peut peut-être faire avancer un petit peu l'engagement des participants. Ouais. Il y a Youssouf qui nous disait, Madame Goyon, vous dites de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Qu'est-ce que cela peut signifier? Alors, qu'est-ce que tu appelles une erreur finalement? Ça peut être à tous les niveaux. On s'est trompé en parlant à quelqu'un, on s'est trompé dans les chiffres, on a donné une mauvaise spécificité à un client. Ça peut être tout un tas de choses. On fait des erreurs tous les jours. On n'est pas juste. On n'a pas les bonnes infos, on prend pas les bonnes décisions. Ça peut être des toutes petites choses. Voilà. Donc c'est vraiment faire une erreur. C'est se tromper dans les dates, se tromper dans les chiffres, se tromper dans la façon dont on communique. C'est vraiment faire une action qui n'est pas celle qui était la plus utile ou la plus adaptée. Voilà. Et donc, il y a un client qui s'en va, qui n'est pas content, ou alors voilà, un collaborateur qui est vexé, que vous avez blessé par erreur. Voilà, c'est tous ces petits types d'erreurs-là. Les mauvais choix, alors le droit à l'erreur, c'est évidemment dans les méthodes agiles aussi, de tester des choses, on fait un prototype, on regarde, on voit ce qui marche pas et on revient là-dessus. Ce qui arrive sur les produits, et on voit beaucoup maintenant dans les grandes organisations, ces méthodes agiles de start-up et de prototypes, de petites équipes se développer, mais finalement, quand il y a un truc qui marche pas, on abandonne. Non, il faut changer, il faut voir ce qui n'a pas marché, changer un critère, un curseur, etc. On déplace, on recommence, etc. Donc, avoir le droit à l'erreur, ça peut être partout. Oui, on a le droit à l'erreur. On a le droit de s'excuser. On a le droit de dire, je me suis trompée, c'était pas bien, j'aurais pas dû, je le referai pas. Et c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est pas s'enfuir, se cacher le truc sous le tapis, le mettre dans le placard en disant, on a essayé, ça marche pas. Reconnaître ses erreurs et travailler sur ses erreurs, d'ailleurs, en faire quelque chose qui va nous permettre, et collectivement et individuellement, d'agir un peu mieux et de faire un peu mieux la prochaine fois. Donc, ne pas avoir peur des erreurs. Ouais. Moi, je dis souvent, c'est le droit à l'expérimentation. Oui, donc, c'est important. Et puis, je reviens sur effectivement quelqu'un qui disait effectivement, j'ai atteint le trop, du moins, c'est mon corps qui me l'a fait savoir. Ça m'a posé problème, j'ai culpabilisé, je culpabilise encore de ne pas avoir pu être assez forte pour continuer et rester debout. Et je trouve que ce témoignage, il est fort et merci à la personne qui l'a fait, parce qu'encore une fois, on ne la voit pas apparaître souvent, mais qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Et on va finir peut-être sur ça. Et merci de mettre vos commentaires pour nous dire comment vous avez vécu ce live. Ça permet à Isabelle de réfléchir à sa réponse. Mais merci de nous dire avec quoi vous repartez avant de nous quitter. Ça nous aide vraiment à avancer. Qu'est-ce que tu pourrais... c'est vraiment, alors, culpabiliser de ne pas avoir pu être assez forte pour continuer à rester debout. À un moment donné, même les robots hyper solides, etc., sont pas toujours assez forts. Même les buildings sont pas, pourtant, ils devraient. Donc, je crois que ce qui est important, mais encore une fois, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile. C'est vraiment on parle beaucoup en coaching de tête corps-corps, et des batteries mentales, émotionnelles, physiques.
c'est vraiment d'être attentif à ça, prendre soin de soi, avoir une bonne hygiène de vie, ce qui nous fait du bien, prendre le temps de faire du sport, prendre le temps de déjeuner, sauf quand vous venez à nos lives, bien sûr. Euh, voilà, faire attention quand il y a trop d'émotions, de pouvoir aller en parler à un psy, à sa sœur, aller au cinéma pour pleurer toutes les larmes de son corps, je sais pas, enfin, en tout cas, avoir des soupapes, tête, cœur, corps, qui vont vous permettre de tenir la distance et de pas griller toutes vos cartouches, quoi. Parce qu'à un moment donné, quand vous pouvez plus réfléchir, quand vous êtes en train de pleurer non-stop et que votre corps vous dit je peux plus me lever, bah, c'est effectivement que les 3 batteries sont vides. Donc c'est une responsabilité. Là, il y a une responsabilité individuelle parce que la responsabilité collective, même s'il y a beaucoup d'interventions pour prévenir le burn-out, etc., les managers sont très peu formés à ça et les organisations pas du tout. Donc ça, individuellement, on est responsable, ce 1% de responsabilité, il peut aussi être responsable de soi. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est extrêmement important. Ouais. Et puis, moi, j'aurais envie de dire, effectivement, sur cette question de je n'ai pas été assez forte, c'est aussi de se dire, en fait, en général, j'en parlais encore avec une cliente hier, et puis moi-même, je l'ai vécu en entreprise. Hein, c'est, en fait, on s'aperçoit que finalement, le système, il en a mâché d'autres avant nous, que voilà, ça ne nous appartient pas, en fait. Parfois, on est juste le révélateur d'un dysfonctionnement, et c'est difficile à porter, ça enlève pas la difficulté de cette période. Hein. Et c'est vraiment de se dire, voilà, je ne suis que le révélateur d'un dysfonctionnement et ça, et c'est OK. Et ça, et je ne vais pas tout prendre. Non, non. OK. Et vous n'êtes pas lanceur d'alerte non plus. Hein. C'est-à-dire qu'à un Non. moment donné, on peut aussi juste se dire, mais moi, je fais ce que je fais bien, je fais juste ce que j'ai à faire. Voilà, je fais de mon mieux, pas plus, pas moins, mais pas plus non plus. Puis vous n'êtes pas obligé de tout remettre dans l'organisation. L'organisation ne sera jamais parfaite non plus. Donc c'est pas forcément de votre responsabilité de prendre ça en charge, de vous rebeller, d'être lanceur d'alerte, etc. Peut-être pas. Faites juste ce qui est bien et puis sans culpabilité. Vous n'avez pas besoin qu'on reconnaisse à un moment donné que c'est vous qui aviez raison de faire juste ce qui était bien. Voilà, laissez. Vous êtes imparfait. Laissez l'organisation être imparfaite aussi. C'est comme ça. Aussi, c'est ça. Hein, Ouais. j'arrête cette toute puissance. Oui. OK. Et puis, il y a Caroline qui nous dit qu'elle attaque le plat de la courbe. La descente est terminée. C'est chouette. Ouais. Merci de nous partager ça. Et effectivement, le corps, moi, j'ai toujours à mes clients, le corps, c'est souvent beaucoup mieux que notre tête. Hein. Donc, écoutez-le et faites-en un allié plutôt que de combattre voilà, vos épuisements. Ils vous disent quelque chose de votre désalignement. Voilà. Eh bien, je vous propose, on a tenu l'heure. Il est exactement 13h30. Et moi, j'ai tiens qu'on soit dans l'heure parce qu'on a tous plein de choses à faire. Donc, merci à vous. Merci vraiment pour vos échanges, pour vos témoignages. Merci surtout à Isabelle d'avoir accepté mon invitation. Merci à Isabelle de m'avoir invitée. Et oui, et puis on finira sur effectivement arrêter la toute-puissance. Et voilà, donc vous accéderez au webinaire, au replay par la chaîne YouTube ou alors par le lien sur LinkedIn qui sera, je pense, présent un certain temps. Pour les abonnés des newsletters, eh bien, vous le recevrez dans les newsletters. Donc voilà, on se retrouve, à mon avis, en septembre pour un autre sujet que je ne sais pas encore. Mais ça sera avec plaisir. Merci à toutes et à tous. Merci Isabelle. Merci à vous. Allez, à bientôt. Bel été d'ici là. Oui.